Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Un mois, un entrepreneur. Donc nous, ce qu'on a voulu faire à travers ce podcast, c'est donner la parole aux vrais entrepreneurs, s'éloigner un peu du côté strass et paillettes, influenceurs de Dubaï, etc. Nous, ce qu'on veut donner aujourd'hui, c'est vraiment la parole aux vrais entrepreneurs et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on reçoit Alexandre Vaquier. Salut Alexandre. Salut Alex, merci de me recevoir pour ce premier épisode. Ben ouais, premier épisode. Donc on va voir de quoi on va pouvoir parler aujourd'hui. Donc toi, tu es créateur du podcast Les Héros de la Vente. Et puis on peut le dire entrepreneur à temps plein, puisqu'il me semble que tu as fait pas mal de choses dans ton parcours. Bon, bien sûr, on va y revenir tout le long de ce podcast. Et donc pour commencer, ce que je te propose, directement pour se mettre dans le bain, est-ce que tu connais l'émission Qui veut être mon associé ? Ouais, bien sûr. Ouais. Écoute, je te propose de commencer par pitcher un peu ton activité actuelle. Okay. Donc en 2 minutes top chrono si tu peux. Si tu fais moins, il n'y a aucun souci bien évidemment. C'est vraiment pour qu'on découvre un peu ce que tu fais de manière un peu ludique. Ok, très bien. Alors, c'est vrai que tu m'en as parlé en off juste avant l'épisode, ouais. Donc j'étais là, ok. Je vais peut-être pas être aussi bon qu'Anthony Bourbon. Ouais, c'est vrai qu'il a fait une jolie impro. Ouais. Et surtout, pour mettre un peu de contexte, c'est que moi, ça fait plusieurs années que je suis entrepreneur. Et là, j'ai fait une pause d'1 an où je suis parti voyager. Et je suis revenu il y a quelques jours, donc en fait je vais pitcher mon nouveau projet, mais qui est tout nouveau. Et donc voilà un peu le contexte. Donc. Ok, écoute, super, ça te fait un entraînement comme ça. Parfait. Et puis je vais essayer de faire quelque chose un peu ambitieux pour moi aussi me challenger dans mon projet. Ok, super. Mais alors voilà le pitch. Donc je regarde la caméra, j'imagine. Ouais, vas-y. Donc je m'appelle Alex, j'ai 37 ans. Et je vais tout casser. c'est le même début. Donc, je suis en train de créer un projet, un empire immobilier et médiatique. Donc, j'ai le projet de créer voire plusieurs studios de podcast, à la fois pour aider les gens à créer du contenu, YouTube, podcast, audio, TikTok, et également pour développer des franchises. À la manière de McDonald's, d'avoir tout un panel de locaux atypiques où les gens pourront se retrouver pour créer du contenu et échanger sur l'entrepreneuriat et d'autres sujets. Okay. Donc ça, c'est la version ambitieuse. Ouais. La version un peu plus réelle, c'est simplement, j'ai, comme tu l'as dit, mon podcast. Je suis en train de créer un 2e podcast sur l'IA, les héros de l'IA. Et je monétise ces 2 podcasts, donc je vais chercher des sponsors, je crée des produits autour de ces podcasts, et je me suis dit peut-être que ce serait intéressant de créer un lieu pour ces podcasts, et aussi pour le louer, et pour faire venir des entreprises dans ce lieu. Et là, je t'ai fait le pitch où si ça prend explose. Et que ça explose et que je crée une entreprise autour, pourquoi pas imaginer plusieurs lieux, une franchise, etc., Mais là, pour me prêter à l'exercice, je t'ai pitché ça. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, là, je suis sur la monétisation de mes podcasts et pourquoi pas la création d'un lieu autour de ces podcasts. Ok, top. Bon, c'était super au final comme pitch. Ça donne envie en tout cas. Mais c'est bien parce qu'au moins t'as la vision à long terme, donc c'est cool. Et puis la vision plus réaliste aussi, donc c'est super. Écoute, l'objectif du podcast, de toute façon, c'est de revenir un peu sur ton parcours, ton parcours entrepreneurial, parce qu'on sait que chaque entrepreneur a un peu un parcours unique au final. On passe par différents chemins, donc le but c'est que tu nous exposes aujourd'hui ton chemin. D'ailleurs, je vais te poser une première question. Comment est-ce que tu as commencé ton parcours entrepreneurial ? Alors moi, je suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents, ma mère est infirmière par exemple, mon père est dans l'éducation aussi, conseiller d'orientation, donc j'ai pas du tout ce background d'entrepreneurial. Et donc à la sortie des études, moi j'avais envie de créer une entreprise, mais j'avais aucune idée de comment faire, et j'avais pas les armes intellectuelles pour me lancer dans l'entreprise. J'ai pas fait une école de commerce non plus, donc je viens du milieu universitaire, j'avais pas ça dans l'ADN. Okay. Donc j'ai plutôt trouvé un job au début que j'ai appelé un dream job, parce que mon métier c'était d'aller voir les entraîneurs de sport professionnels, football, rugby, basket, ceux que tu vois à la télé, pour leur vendre un logiciel. D'accord. Un logiciel d'analyse vidéo de leurs matchs et de leurs entraînements.
Et donc, mon métier, c'était de voyager en Europe, en France, pour aller voir les clubs et leur vendre ça. Donc, en fait, j'ai pas commencé par l'entrepreneuriat, mais j'ai commencé par quelque chose qui, à mon avis, sert à tous les entrepreneurs, c'est la vente. Ouais, puisque voilà, j'étais embauché comme commercial. Et en plus, dans un domaine intéressant qui est la technologie. On en reparlera, mais la technologie, c'est quand même un secteur intéressant pour créer son entreprise. Vous, chez Axonaut, vous le savez. On est en plein dedans, ouais. Et donc voilà, j'ai fait mes armes pendant 5 ans dans cette boîte. Et après, j'ai eu l'opportunité de commencer à mettre un pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat parce que cette entreprise m'a permis de faire de l'intra-entrepreneuriat. Donc j'ai commencé, c'est un peu peut-être le moyen le moins risqué de se mettre à l'entrepreneuriat, c'est on vous passe un projet, un peu de fonds, et vous allez développer un nouveau projet. Et donc, en fait, j'ai créé la structure pour l'éducation de ce logiciel d'analyse. Et c'était pour des Américains. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre le doigt dans l'engrenage de l'entrepreneuriat. Je vous la fais courte, mais au bout de 2 ans, le projet s'est arrêté. Et c'est là où j'ai créé enfin ma première entreprise. Donc, je devais avoir 27 ans. Okay. Et j'ai fait, là aussi, j'ai été on va dire, pas sur la complexité. J'ai essayé de faire simple et efficace. J'ai créé un copycat de ce que je faisais en intra-entrepreneuriat. Aussi pour donner une solution, un plan B à mes clients qui se retrouvaient un peu sans rien puisque l'entreprise américaine a fermé. Français, Et donc, j'ai créé mon logiciel pour ces clients-là et pour commencer l'entrepreneuriat. Voilà un peu l'histoire du point de départ de ton parcours. Ouais. C'est intéressant cette idée d'intra-entrepreneuriat, de pouvoir commencer à lancer des projets en ayant un peu le filet de sécurité au final de l'entreprise derrière. Ça te permet de mettre le pied à l'étrier et donc c'est cool. Ouais, moi je suis admiratif des jeunes qui arrivent à la sortie, voire même pendant les études, à lancer leur boîte ou à la sortie de leurs études, lancer leur boîte. En parallèle, il y en a en plus qui... Mais moi, j'avais pas dans mon entourage, j'avais personne qui le faisait, donc c'était pas si facile que ça. Il faut aussi, quand on voit des parcours d'entrepreneurs, aussi analyser un peu d'où ils viennent pour comprendre pourquoi l'un il a mis du temps et pourquoi l'autre a été très vite très haut. Ouais, pour s'inspirer aussi des différents parcours, voir un peu les chemins qu'on peut emprunter. Bon, après, on sait que chaque entrepreneur aura quand même sa route au final, mais c'est bien de s'inspirer de gens qui sont passés par là avant nous pour pouvoir avancer plus vite, quoi. Du coup, tu as bien résumé ton parcours. Est-ce que tu as des défis qui te viennent en tête auxquels tu as été confronté, 2-3 défis comme ça qui t'ont marqué dans ton parcours? Donc quand j'ai créé vers un peu avant 30 ans ma première vraie entreprise, en fait les défis c'est un peu souvent les mêmes quand vous lancez un projet, c'est trouver des fonds. Donc, trouver des fonds, il y a plusieurs moyens, mais moi, mon moyen, c'était la vente dès le début, et c'est mon expérience de commercial m'a permis de générer du chiffre assez vite. Et là, le conseil que je peux donner, c'est facile à dire après coup, mais c'est d'essayer de trouver au plus vite possible ses clients. Et avant même, pourquoi pas, si c'est possible, avant même de lancer son projet. Par exemple, tout à l'heure, je t'ai dit que je construisais un studio de podcast. Je commence déjà à démarcher des clients alors que j'ai pas encore le studio. D'accord. Donc ça, je pense, c'est quelque chose qui a cliqué chez moi et ça, je suis content d'avoir cette compétence. Donc trouver ses clients, générer les premiers chiffres d'affaires, trouver des fonds. Le deuxième challenge, c'est commencer à structurer une équipe. Donc embaucher une équipe et les manager. Et souvent, quand on crée une entreprise, les premiers employés sont souvent les plus importants parce que ça peut déterminer le succès ou l'échec de l'entreprise. Donc ça, c'est les 2 défis qu'on a rencontré. Et puis le troisième défi, je pense, c'est une question de gestion de son énergie et de son temps. Parce que souvent, quand on crée un projet, que ce soit un petit projet, une boutique par exemple, ou un projet hyper ambitieux, on est souvent accaparé par plein de tâches, qui sont au final pas si importantes que ça. Et tu vois, on peut être accaparé par de l'administratif, la création d'une charte graphique, d'un logo, et en fait, toutes ces tâches, c'est pas ça qui va faire rentrer du chiffre à la fin du mois. Et donc, faut faire attention quand on passe du temps sur un projet, c'est de bien analyser qu'est-ce qui nous prend de l'énergie et du temps et qui est pas forcément le plus important. Pour avoir un retour sur investissement à chaque fois qui est valable, quoi. Prioriser ses tâches pour mieux avancer, être plus efficace, quoi.
Exactement. Et tu vois, là, je vous ai expliqué au début que je revenais d'un voyage d'1 an. Ouais. J'ai quand même gardé une activité à distance pour générer un peu de chiffre d'affaires en voyage. Mais le but du jeu, c'était de passer le moins de temps possible, puisque j'étais à droite, à gauche, et c'était compliqué de travailler. Ouais. Donc, c'est là où j'étais content de moi après coup, c'est que j'ai réussi à me focaliser sur quelques tâches qui m'ont permis de générer du chiffre sans passer énormément de temps et pouvoir me permettre de voyager et pas d'être derrière. D'avoir un équilibre au final, vie pro, vie perso correct, même en étant dans l'entrepreneuriat. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup le côté oui, l'entrepreneuriat c'est bien, mais c'est énormément chronophage. Bon, c'est vrai, mais il y a aussi des moyens de pouvoir équilibrer la vie perso, la vie pro, tout en étant entrepreneur. Enfin, toi, c'est ce que j'ai l'impression que tu arrives à faire plutôt bien. En tout cas, moi, c'est un parti pris où pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une manière de gérer le mieux possible son temps. Ouais. Et s'il y a des semaines, j'ai envie de pas travailler parce que je dois aller voir mes parents, par exemple, ouais. En tout cas, j'essaie de réfléchir au process que je peux mettre en place pour pouvoir m'absenter une semaine. Alors quand on a une équipe, on peut déléguer. Quand on n'a pas d'équipe, maintenant il y a pas mal d'outils, on en reparlera peut-être, mais notamment les nouveaux outils d'intelligence artificielle qui vous permettent quand même de dégager du temps. Ouais. Et ça, je pense, c'est un peu la beauté de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir maximiser son temps pour alors soit générer du chiffre d'affaires si c'est notre ambition, ou soit se libérer du temps pour ses loisirs ou pour sa famille. Simplement pouvoir vivre un peu à notre rythme et choisir. Ouais. Mais ça, c'est souvent, au début, c'est souvent pas le cas. Souvent, on est accaparé par nos tâches et on s'oublie un peu dans le travail. Et ça, là, je te parle, mais c'est parce que je commence à avoir un peu d'expérience et de bouteille. Mais au début, forcément, ma première boîte, j'y passais beaucoup de temps et j'avais du mal à me dégager du temps pour moi. Ouais. C'est souvent le problème avec les premières entreprises en général. Ouais. Il y aurait beaucoup d'échecs sur les premières entreprises parce que cet équilibre, l'entrepreneur n'arrive pas à le trouver et au final, il se fatigue et après le business le ressent de suite. De toute façon. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu des échecs dans ton parcours qui t'ont marqué ? Bien sûr, de toute façon, les entrepreneurs qui n'ont pas d'échecs, j'en connais pas, ou alors c'est très rare. Ouais. Donc bien sûr. Alors t'as les échecs de recrutement, mais qui sont des classiques et qu'on peut avoir aussi en tant que salarié quand on recrute des personnes pour son équipe. Mais des échecs, tu vois, par exemple ma première boîte, pendant plusieurs années c'était une réussite. On recrutait, on avait des clients, on avait un logiciel qui tournait, etc. Et au final, on l'a fermée, cette boîte. En fait, elle existe toujours parce que je l'ai revendue, mais je l'ai revendue pas pour devenir riche, je l'ai revendue pour éponger les dettes. D'accord. Et au bout de 5 ans, en fait, j'étais arrivé au bout de l'aventure et j'ai trouvé plus d'énergie pour continuer cette boîte. Donc, je l'ai revendue à l'un de mes clients. Ok. Et je me suis pas fait 1 euro dans la poche pour cette revente. J'ai juste payé les fournisseurs avec qui j'avais des dettes. T'as pas perdu d'argent non plus au final quand même ou... J'ai perdu un petit peu d'argent, mais quelques milliers d'euros. D'accord. Tu vois, t'as réussi à limiter la casse. Ouais. J'ai perdu le capital social que j'avais mis dans l'entreprise, quoi. Donc mais tu vois, on apprend aux gens à créer des entreprises. On leur apprend pas à fermer une entreprise ou à la revendre. Et dans cette revente, je suis quand même allé voir le tribunal du commerce, je suis passé par des processus de liquidation judiciaire, etc. Donc c'est compliqué en tout cas, on te l'apprend pas, donc tu sais pas trop à quoi t'attendre et tu te demandes qu'est-ce qui t'attend, quoi. Ouais. Donc ça, c'est un échec, mais encore une fois, faut passer par là, quoi. Faut passer par là, faut pas trop se remettre, faut se remettre en question, mais faut pas trop avoir ce stigmate. Il faut se dire que c'est normal, que c'est en faisant des échecs qu'on avance et que la prochaine entreprise sera meilleure et voilà. Mais voilà, je pense que le premier gros échec entrepreneurial, ça façonnera mes futurs succès. Ouais. Oui, la super chaîne de studio de podcast qui arrivera, peut-être qu'elle découlera de ces échecs-là aussi, donc c'est cool. Si tu devais donner 3 qualités / compétences qui sont essentielles pour toi pour être un entrepreneur, ce serait quoi ?
Je l'ai déjà dit, la première, la vente. Ouais. Parce que tu as des super entrepreneurs qui ont des projets incroyables, mais qui n'arrivent pas à le vendre. Et ça, c'est dommage. Alors moi, j'avais un background commercial, mais en fait, quand tu crées ton entreprise, c'est pas la même chose de vendre son produit ou de vendre le produit d'un autre. Donc là, le conseil que je donnerais à ceux qui connaissent pas trop ce monde-là de la vente, c'est soit de prendre un consultant, un coach pour les aider, soit d'écouter des podcasts ou de lire. Il y a énormément de contenu sur Internet maintenant pour progresser là-dedans. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est de bien répartir son temps sur des tâches qui vont faire avancer la boîte. Ouais, prioriser. Donc prioriser, poser sur papier qu'est-ce qui fait avancer ma boîte, qu'est-ce que je peux déléguer à un comptable, à des freelances, etc. Ouais. Et le troisième conseil, qu'est-ce que ce serait ? C'est de pas trop s'apesantir justement sur les échecs. Et si par exemple on a perdu un gros client, ou on a eu un rendez-vous difficile, ou on a pitché devant des investisseurs et ça s'est mal passé, il faut pas trop broyer du noir, ruminer. Il faut tout de suite passer à la suite. Okay. Parce que en fait, c'est une succession quand on a une entreprise, c'est une succession de difficultés. Et si on reste trop sur une difficulté, une barrière, et on se dit j'y arrive pas, etc., c'est là où on commence à déprimer, et c'est vraiment pas bon. Donc il faut essayer d'enchaîner, de passer comme un coureur de 110 mètres haies, il faut passer les barrières et passer à la suite. Essayer de retrouver de suite d'autres clients, rebondir, puis aller chercher, continuer à avancer pour pas trop, comme tu dis, ruminer. Et ça, moi, j'ai eu de la chance, c'est que malgré quand j'étais dans les plus grosses difficultés de mon entreprise, j'avais de la chance, c'est que je dormais bien. Ouais. Et je connais des entrepreneurs qui, eux, devenaient insomniaques parce qu'ils avaient des gros problèmes pour payer leurs salariés, par exemple, ou parce qu'ils savaient pas comment leur trésorerie allait être le mois prochain. Et moi, j'ai toujours réussi à bien dormir, et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé, de pas trop stresser sur une situation et de se dire que c'est un process, ça va passer, et qu'il y a des solutions et que on va les trouver, quoi. Ça, c'est bien, d'arriver à trouver au moins cette tranquillité d'esprit pour pouvoir dormir, parce que de toute façon, si tu dors plus, t'avances plus, je pense. Donc après, ça fait effet boule de neige. Le but, c'est pas de partir dans une spirale négative non plus. Ouais, exactement. Donc c'est cool d'avoir trouvé cet équilibre-là, mais je pense que c'est vraiment aussi le plus important pour un entrepreneur qui se lance, de relativiser afin à chaque fois sur les soucis qu'il va rencontrer, parce que un souci peut en amener un autre toujours. Ouais, mais tu l'as bien dit, attention à la spirale négative et de se créer sa propre spirale positive et de voir toujours le verre à moitié plein, tout en analysant les causes des échecs ou de pourquoi ça va pas. Ouais. Et c'est comme ça qu'on progresse. Okay. J'avais interviewé Jean de la Roche-Brochard de Kima Venture, qui voit passer énormément d'entrepreneurs tous les jours. Et lui, il me disait, les bons entrepreneurs, enfin les très bons entrepreneurs, c'est des gens, en fait, quand ils ont un souci ou un échec, ils analysent très vite la situation et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ils absorbent, ils passent à la suite et ils ne refont pas les mêmes erreurs. Parce que c'est normal de faire des erreurs, mais si tu les reproduis souvent ou plusieurs fois, là, ça coince. Ouais. Alors, il faudrait peut-être limite avoir un petit carnet où on note toutes les erreurs et quand on est dans une difficulté, se repasser ce petit carnet pour éviter de les reproduire, quoi. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans une start-up dans laquelle j'ai travaillé pendant 1 an et qui marche très bien et qui a une croissance très très forte. Okay. Donc j'ai pu vivre de l'intérieur comment ça se passe quand on recrute tout le temps et quand on a du chiffre d'affaires et que ça explose. Et en fait, quelque chose que j'avais pas forcément dans ma première boîte, mais que maintenant j'ai, c'est la culture de l'écrit. Okay. Et de mettre toujours par écrit, alors si possible dans un logiciel pour pas perdre les écrits, mais donc moi j'utilise Notion. Et c'est de tout noter pour justement, comme tu dis, avoir des process, ne pas reproduire les mêmes erreurs, documenter ce qu'on fait, partager à des clients ou à des salariés tout simplement tout ce que tu as noté, tout ce que tu as recueilli, ça te fait en fait une sorte de base de données personnelle. Et ça, je pense que c'est une bonne pratique à mettre en place, de simplement écrire, mais que ce soit accessible à n'importe qui, un client ou quelqu'un d'interne, un collaborateur,
pour consulter ce qu'on a dans notre tête, parce que parfois... L'historique, ça peut faire gagner du temps aussi, en plus. Exactement. À tout le monde, quoi. Ça fluidifie les relations pour tout le monde. Oui, nous, c'est vrai que chez Axonote, on fonctionne un peu comme ça aussi, de noter un peu chaque fois qu'on fait quelque chose pour apprendre aussi de ce qu'ont fait les collègues pour pas répéter 2 fois les mêmes erreurs, ou pour répéter un schéma qui a bien marché aussi. Ça peut arriver dans le côté négatif comme dans le côté positif, mais c'est vrai que c'est sûr que c'est important de tout bien noter pour éviter de faire du surplace, en fait, tout simplement. D'ailleurs, justement, pour toi, est-ce que, alors c'est un peu compliqué comme question, mais est-ce que la transition technologique qu'on est un peu en train de vivre avec l'IA, les nouveaux outils qui arrivent, etc., c'est plutôt un avantage à ton sens ou un vrai défi pour les TPE et les PME, les petites entreprises? Parce que on sait que pour les grosses entreprises, elles ont peut-être des moyens humains qui permettent qui permettent de faire face à ça. Mais pour une petite entreprise, à ton avis, est-ce que c'est plutôt un avantage ou plutôt un désavantage? C'est clairement pour moi un avantage, parce que la barrière à l'entrée de, par exemple, ce qu'on est en train de faire, la création de contenu, par exemple, devient de plus en plus facile. Aujourd'hui, là, on est dans un studio magnifique. Demain, avec l'IA, tu pourras l'enregistrer dans un studio beaucoup moins beau, mais quand même avoir un décor magnifique, parce que l'IA te mettra le studio. Tu peux aujourd'hui t'enregistrer face caméra, dire quelque chose pendant 30 secondes, et après donner des textes à l'IA, écrit ou audio, et l'IA va te créer plusieurs vidéos avec ton avatar, ton visage qui va parler dans la vidéo. Donc aujourd'hui, toutes les petites entreprises sont capables de créer beaucoup plus avec les nouveaux outils. Et on le voit aux États-Unis, par exemple, les fonds d'investissement sont un peu en difficulté, parce que le modèle des fonds des VC américains, c'était de donner beaucoup d'argent dans les startups. Les startups allaient embaucher beaucoup pour aller très vite, cracher beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des startups qui n'ont plus besoin de grosses équipes, qui peuvent faire la même chose avec une équipe réduite, en remote. Donc, ils peuvent embaucher dans différents pays, 4 coins du monde, avec des outils IA qui permettent d'avancer aussi vite qu'avant. Et du coup, ils n'ont plus forcément besoin de l'argent des VC. Donc, les VC, eux, leur business, c'est d'investir dans 100 boîtes, et ils savent qu'il y en a une ou deux qui va rembourser tout le monde. Et là, finalement, dans les 100 boîtes dans lesquelles ils veulent investir, t'en as plein qui leur disent moi, je vais pas faire une levée, ou je vais juste faire une petite levée avec des business angels, et je vais faire ma boîte. Et puis, quand je vais la revendre, j'aurai 80% de mes parts, et non plus 20% de mes parts comme avant. Et donc, le modèle des fonds d'investissement des startups est en train d'être un peu en difficulté, justement, avec ce nouveau paradigme des outils digitaux et IA, qui te permettent à une petite équipe localisée n'importe où de se développer rapidement. Donc là, on a parlé du contenu, mais on pourrait parler de la vente, on pourrait parler de plein de process du recrutement que tu peux automatiser, fluidifier grâce aux nouveaux outils. Alors, je parle de l'IA, mais en fait, c'est une toile de fond, l'IA, parce qu'aujourd'hui, la plupart des outils maintenant, et j'imagine chez Axonote, vous avez ça aussi, on peut mettre des modules qui font appel à l'API de l'IA et qui te permettent d'avancer. On peut interconnecter les outils. C'est vrai que le côté à l'ancienne, logiciel qu'on installait sur l'ordinateur avec un CD-ROM et tout, ça n'existe plus, bien évidemment, mais là, avec le côté justement SaaS, ça nous permet de s'implémenter avec d'autres outils complémentaires, et comme tu dis, j'ai bien aimé l'image de la toile, en fait, de fond, parce que je pense qu'on va vers un monde, entre guillemets, où tous les outils pourront aussi interagir entre eux, et pour se fondre au maximum à l'activité de l'entrepreneur au final, quoi. Ouais. Et tu le vois apparaître, tu as des gens qui vont tout seuls. Moi, je fais une newsletter sur un peu ce type de personnage, où des gens tout seuls arrivent à construire des mini-empires grâce à ces outils, à la démocratisation. Tous ces outils, grâce à la démocratisation des outils digitaux, web, IA. On n'a pas parlé du Web 3, mais c'est un peu dans l'ordre des choses, quoi. Et toi, justement, sur tous ces sujets,
t'as l'air quand même bien au point. Tu t'es formé comment à tous ces sujets sur le tas ou Moi, c'est assez simple. C'est le contenu audio et vidéo. Donc, j'écoute beaucoup de podcasts. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. C'est la Bible pour moi aujourd'hui pour apprendre des choses. Et puis, j'ai moi-même mes 2 podcasts donc sur la vente, sur l'IA. Ouais. Et à chaque fois, tu vois, ce matin, j'en ai eu un sur l'IA. Et c'est des mini masterclass. J'absorbe, j'apprends. Et c'est comme ça que j'essaye de rester à niveau et au fait des actualités. Mais d'ailleurs, justement, tu dis que tu écoutes beaucoup de podcasts. Puisqu'on est dans un podcast, est-ce que tu aurais éventuellement des recommandations pour les entrepreneurs de podcasts à écouter qui t'ont peut-être servi, qui t'ont peut-être appris des choses? Ouais, bien sûr. J'en ai plein. Donc, le podcast référence dans l'entrepreneuriat, c'est Génération Do It Yourself, Mathieu Stéphanie. Okay. Là, c'est des super parcours de vie à suivre. Ensuite, tu as les podcasts. Donc, ça, c'est un podcast plutôt général sur l'entrepreneuriat. Okay. T'as les podcasts sur la vente que moi je connais bien, donc t'as le mien, les héros de la vente, mais t'en as plein d'autres. Ouais. T'as Vive la vente, t'as Vendre, t'en as vraiment beaucoup maintenant. Les podcasts, peut-être sur la création de contenu aussi, ça peut être intéressant. Moi j'aime beaucoup ce genre de podcast. Donc t'as Follow Me par exemple, qui interviewe des créateurs de contenu. Ok. Justement, ce qu'on disait des gens qui arrivent à créer des monopoles personnels. Si tu prends le plus grand YouTuber du monde, c'est MrBeast. Ouais. Il fait en moyenne 100 millions de vues sur ses vidéos YouTube. Ouais, c'est énorme. Ouais. Quand tu sais que le Super Bowl, c'est 123 millions de personnes qui le suivent, ça veut dire qu'il fait 2 Super Bowls par mois. Tu vois, c'est incroyable. Ouais. Donc Follow Me, qui est pas mal. Il était une fois l'entrepreneur de Laurent Brois, mais il vient d'arrêter son podcast malheureusement, mais c'est des histoires d'entrepreneurs. Ok. Qui est très sympa. Marketing Square de Caroline Mignot, c'est des petits capsules de 20 minutes, 30 minutes pour donner des conseils sur des choses concrètes de l'entrepreneuriat. Et là, ça vous fait déjà une bonne base. Ouais, là, déjà, avant d'écouter tout ça, je pense qu'on est là pour un moment, mais c'est cool. Et juste un seul hors entrepreneuriat que t'aimes bien, peut-être un format plus interview ou quoi, t'as quelque chose qui te vient en tête? Ouais, j'en écoute pas mal hors entrepreneuriat. En ce moment, qu'est-ce que j'écoute? Il y a un podcast sur le cinéma avec François Bégodeau. J'ai plus le nom en tête, mais tu le mettras dans les notes du podcast, qui est très sympa. Vous tapez François Bégodeau podcast, vous allez trouver. Donc, c'est des analyses de films. Ouais. T'as Affaires sensibles, mais là, c'est pas vraiment un podcast, c'est de la radio. Okay. Mais tu les trouves en podcast. Donc, ça, c'est des histoires très sympas. Et puis sur l'actualité, j'écoute pas mal les podcasts du Média, qui est un média alternatif. Ouais. Et là aussi, c'est intéressant. Aujourd'hui, le paysage médiatique français, dans la presse, c'est 9 personnes qui contrôlent toute la presse. Dans le paysage médiatique, c'est 36 groupes ou entreprises familiales qui ont toute la presse, qui tiennent tout. C'est intéressant d'aller écouter des médias alternatifs sur plein de sujets parce qu'on entend une autre vision du monde et un autre narratif que ce qu'on entend d'habitude. Donc moi, j'écoute pas mal les podcasts du Média, qui est un média qui depuis peu est diffusé à la télé aussi, mais tu peux les écouter en podcast ou sur YouTube. Et après, t'en as plein des médias alternatifs qui sont très sympas. Je pense qu'on a une bonne base, et c'est cool de t'avoir avec nous, parce qu'au moins tu peux nous éclaircir un peu sur le sujet, parce que comme t'as un podcast et que tu connais bien le secteur, ça peut nous donner des bonnes recommandations. Donc on prend. Peux-tu nous partager, avant qu'on arrête un petit peu les questions, on fera un petit jeu après pour terminer le podcast, mais est-ce que tu peux nous partager une histoire inspirante ou un moment de réussite vraiment en particulier qui t'a marqué dans ton parcours entrepreneurial? Alors je réfléchis rapidement. Il y a une histoire. Il y a plusieurs histoires laquelle je vais vous raconter. En fait, j'essaie de trouver une histoire qui pourrait apporter de la valeur à tes auditeurs. Bon, après, même si c'est un truc, tu vois, qui te vient, qui t'a marqué un moment de joie, tu vois, même si c'est une vente ou quelque chose, voilà, qui te vient spontanément et tu te dis, là j'étais content d'être un entrepreneur pour avoir vécu ce moment-là. Alors, je vais prendre quelque chose qui est assez récent. C'est mes derniers mois où j'ai voulu voyager et découvrir plein de nouveaux pays.
En fait, je me suis dit ça il n'y a pas longtemps, c'est qu'avant de partir en voyage, j'ai travaillé pendant 2-3 semaines pour faire un batch de contenu et produire énormément de podcasts. Donc j'essaie d'enregistrer 3-4 podcasts par jour. Et l'idée, c'était que pendant mon voyage, tout allait être enregistré, publié, automatisé. Et ça m'a permis en fait d'aller chercher des sponsors avant de partir. Donc j'ai trouvé 4 sponsors pour l'année, notamment Axonote. Donc merci Axonote. Et en fait, ça m'a généré du revenu alors que j'étais pas en train de travailler, donc j'étais en train de découvrir des pays. Et à la fin de l'année, j'ai fait un petit bilan et je me suis dit, en fait, tu as généré à peu près 30 000 euros, à peu près 30K, alors que tu as travaillé 3 semaines. Et je me suis dit, c'est vraiment parce que j'avais cette contrainte de temps que j'ai concentré mes efforts sur ces 3 semaines pour produire du contenu et aller chercher des sponsors et du chiffre d'affaires. Et je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut que je retienne dans cette année. C'est que quand tu concentres tes efforts sur ce qui compte, et donc là, ce qui comptait, c'était d'aller chercher des clients, et ben en fait, le résultat, il est top parce que tu gâches pas ton temps sur des choses qui sont pas forcément utiles pour faire avancer ta boîte. Donc ça a été un peu pas un déclic, mais quelque chose sur lequel j'ai réfléchi pas mal ces dernières semaines. Il faut faire attention à mettre ton énergie et ton temps sur ce qui compte. Ok. Voilà. Bon, bah cool. En tout cas, super parcours et super anecdote aussi. Et félicitations pour 35K en ayant bossé 3 semaines, franchement. Je pense en ayant bossé, j'ai pas calculé, mais une 30aine d'heures. Ouais, c'est très propre. Ah, c'est le jeu. Ouais, c'est le petit jeu pour terminer. Okay. Bah, écoute, on a préparé une petite série de photos, tu vas voir. Des photos un peu particulières parce que, comme on en a parlé, l'IA arrive à grands pas et fait maintenant partie du paysage entrepreneurial et même de la vie de tous les jours. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de te faire un petit jeu où tu vas devoir deviner des noms d'entrepreneurs très connus, pour le coup, qui ont fait des milliards de chiffres d'affaires. Mais la petite subtilité, c'est que c'est une IA qui les a générées, ces photos, et que c'est des caricatures un peu de ces entrepreneurs. Donc voilà, on va voir si tu y arrives. Il y en a 10, donc le but c'est d'avoir le score le plus élevé sur les 10. Voilà. Allez, on passe sur le premier. Bon, Elon Musk. Elon Musk, assez facile. Tu vas voir, les premiers sont assez faciles, mais je pense que vers la fin, tu auras peut-être un peu plus de mal. Et tu vois, Elon Musk, une petite aparté, mais c'était une petite anecdote. Là, ils viennent d'implanter la première puce Neuralink chez un humain. Et ça me pose des questions sur le devenir, notamment des outils, de l'IA, etc. Et moi, j'aime beaucoup les livres de science-fiction, les films, etc. Et tu as quand même une réflexion sur demain, tu auras une civilisation qui va être augmentée par l'IA, par les robots, la robotique, etc. La longévité, on en a parlé un peu en off. Mais je pense que tu auras aussi une civilisation de gens qui ne voudront pas être augmentés. Et du coup, ça va créer un clivage, tu penses, peut-être Ça va peut-être créer 2 civilisations différentes, humains augmentés, humains pas augmentés. Et le problème dans l'histoire de l'humanité, c'est quand tu as 2 civilisations différentes, en général, tu en as une qui prend le pas sur l'autre et souvent qui l'extermine, quoi. C'est un peu ce qu'on a vu avec les Homo sapiens et les Néandertals. Et les Homo sapiens ont exterminé les Néandertals. Donc voilà, c'est des réflexions quand même qu'il faut peut-être avoir en tête. Et moi, j'aime bien lire sur ce sujet ou écouter des choses sur ce sujet parce que c'est quand même vertigineux. Ouais, c'est vertigineux. Aujourd'hui, les enfants qui naissent auront sans doute le choix, à un moment donné, d'être augmentés ou pas. De s'implanter la puce. Nous, je sais pas, sans doute qu'on l'aura aussi, mais... Peut-être vers la fin, nous, quand même. Ou peut-être pas, peut-être ça va aller très vite et dans 5 ans, on va devoir faire un choix. Quand on voit qu'il a sorti cette puce qui s'implante quand même directement dans le cerveau, c'est quand même... Déjà en Suède, tu as des gens qui s'implémentent les puces pour les tickets de métro, tu sais, donc ça peut aller très vite. Ça, c'est le début, mais voilà, d'après, c'est vrai que dès que ça touche au cerveau, etc., on touche à des sujets qui sont plus compliqués, quoi. Écoute, on passe sur un autre qui en a fait beaucoup aussi. Jeff Bezos, je vais peut-être pas te faire une anecdote à chaque entrepreneur, sinon ça va durer 100 ans, mais Jeff Bezos, c'est pas grave. La biographie, elle est intéressante. L'anecdote qui revient toujours avec lui, c'est les tables de ses bureaux, c'est fait avec une porte.
une porte toute simple d'Ikea et de low cost. Et en fait, ça rappelle à tous ces salariés en fait que c'est un métier de centimier Amazon. Oui. C'est qu'ils sont là pour gagner des centimes par vente. Et donc la table de bureau qui est encore fait avec des portes, ça te rappelle que c'est pas une startup qui crame de l'argent. Il n'y a pas de petit profit. Et ils font attention à leurs sous. Ouais. Un truc que j'avais vu avec Jeff Bezos aussi, c'était le côté satisfaction client qui primait avant tout. Oui. C'est pour ça qu'ils sont aussi si efficaces sur Amazon, c'est grâce aussi à leur service client. Parce qu'on le sait, dès qu'il y a un vol ou une perte ou une casse, dans les 2 jours qui suivent, tu es remboursé. Quoi. Ouais. C'est quand même assez fort d'avoir réussi à faire ça sur un si gros volume. Ouais. Bill Gates, alors moi je suis pas très fan de Bill Gates, je suis plus la team Steve Jobs, Apple, etc. J'aime pas trop les produits de Microsoft, mais c'est quand même une entreprise incroyable. L'anecdote que j'avais lue sur lui, c'est qu'une fois par an, lui, il va dans un endroit, dans une cabane, dans la forêt, au bord d'un lac, il est tout seul, personne ne sait où il est. Ouais. Il coupe tous ses réseaux et il se donne 1 semaine pour réfléchir à ses différents projets, sa fondation, etc. Même si, bon, je vais pas faire là-dessus, on pourrait faire un épisode, sa fondation est quand même très spéciale. En gros, c'est pour défiscaliser un max. D'accord. Sous couvert de bonté et de donner de l'argent aux petits Africains. Donc bon. Bon, de toute façon, je pense que quand on arrive dans ces sphères-là, oui, c'est le. Parce qu'il y a toujours des histoires un peu, c'est louches dessous. Quoi. C'est ça. Celui-là. Mark Zuckerberg. La caricature. Ouais, très bonne caricature. Alors lui, j'ai pas d'anecdote, mais est-ce que son pari sur le métaverse va être payant? Je suis pas trop fan non plus, moi, de cette idée de vivre dans un métaverse. Maintenant, quand tu regardes le film Ready Player One, tu peux voir un peu le potentiel du truc. Et maintenant, avec l'Apple Vision Pro, t'as l'impression qu'eux ont trouvé un peu le truc pour hacker le côté le truc, réalité virtuelle en faisant la réalité augmentée, en faisant un mix entre les deux. C'est vrai que peut-être la formule là est pas mal. Ouais. Après, c'est difficile de parier contre Facebook parce qu'ils ont énormément de moyens, etc. Mais encore une fois, l'histoire des entreprises, c'est toujours des révolutions des innovations de rupture qui remplacent les autres. Et par exemple, ChatGPT, c'est une innovation de rupture. Est-ce que Facebook va en profiter ou pas? Bon, encore une fois, il faut pas parier contre. Je parierai pas contre, mais pour autant, je suis pas hyper fan de leur. Ils ont pris des directions assez marquées, notamment sur le Web 3. C'est vrai qu'on peut se demander un peu où ça va aller, ou alors peut-être que c'est arrivé peut-être encore un peu trop tôt et que ça va venir par la suite. Et là, j'ai plus son nom, mais c'est l'investisseur. C'est l'investisseur star qui est un des plus riches du monde, milliardaire. Allez, tu peux m'aider parce que je vais. Alors, ça commence par un W, tu l'as ou toujours pas? Donne-moi la deuxième lettre, peut-être ou. Warren Buffett. Ouais, Warren Buffett. Excuse-moi. Ouais. C'est bien ça. Warren Buffett, et lui, sa thèse d'investissement, c'est quand on en parle, c'est déjà trop tard pour investir. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, si tu veux investir dans OpenAI ou Tesla, c'est un peu trop tard. Moi, sur l'investissement, ce que je conseillerais aux gens qui s'y connaissent pas trop, c'est simplement de faire de l'investissement programmé chaque mois des petits montants, 5% de ce que tu gagnes, sur des ETF, c'est-à-dire toutes les actions du monde réunies. Et en général, sur 120 ans, tu as une performance qui est très bonne, qui est de l'ordre de 9% par an. Donc sur l'investissement, je suis pas le meilleur conseiller, mais je pense que ça, c'est la thèse. En tout cas, quand je me renseigne, c'est une thèse qui revient souvent. Je crois que c'était lui qui disait, il me semble que j'avais entendu une anecdote comme ça, où il disait « Quand j'entends mon chauffeur parler d'une action, c'est qu'elle est plus bonne. » C'est ça, ouais. C'est sa fameuse phrase. Steve Jobs, donc là, pareil, sa biographie, je vous la conseille fortement. Le problème de Steve Jobs, c'est que c'était un psychopathe avec ses employés. Ça, c'est pas mon école. C'est pas mon école. Par contre, son aspect minimalisme, design, etc. Et justement, ce qui est intéressant, lui, dans sa biographie, c'est de voir que son voyage en Inde l'a profondément marqué pour revenir aux États-Unis. Et alors, son voyage en Inde, mais son trip sous LSD aussi, l'a profondément marqué pour créer Apple. Et aussi son inspiration de la calligraphie japonaise pour créer la fameuse police d'écriture d'Apple. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que
quand on voyage, on s'ouvre à d'autres cultures et on peut justement s'inspirer de ça pour créer des entreprises. Et ça, je trouve que c'est une bonne leçon, quoi. Le côté calligraphie, tu vois, peut-être qu'il n'aurait pas pensé qu'un jour ça l'inspirerait pour ça, pour Apple, quoi. C'est ça. Donc des fois on vit des expériences, ça va nous inspirer pour plus tard sans le savoir. Et un truc aussi que moi j'efforce d'avoir et que je n'ai pas, c'est pas dans ma nature, c'est l'effort sur le détail, c'est-à-dire d'être hyper maniaque sur le moindre détail de son produit. Et moi, c'est un truc que j'ai pas et que j'essaye de me forcer d'avoir, c'est d'être un peu plus sur le détail, la qualité, même si je suis un peu plus de l'école de il faut faire, c'est pas grave si c'est pas parfait. Ouais. Mais Apple, en fait, leurs produits sont parfaits. Donc il faut, je pense, quand même, une fois que tu as passé un cap, commencer à travailler sur la perfection de tes outils, de tes produits et de ton offre. Et d'ailleurs, la force d'Apple, c'est que justement, ils arrivent à sortir des produits chaque fois où tous les détails sont étudiés. Alors, ils les sortent souvent après, au final, la concurrence, par rapport à Google, par exemple, qui va de suite aller sur les nouvelles technologies. Apple va mettre plus de temps à arriver, mais souvent avec un niveau de détail qui est quand même beaucoup plus élevé, et c'est ce qui fait que le succès, je pense, aussi de la marque. Beaucoup plus compliqué, celui-là. Non. Et je crois que c'est le fondateur de Google, non? C'est ça, c'est très fort. Alors le nom, c'est un nom russe. Non, celui-là, c'est l'autre. C'est Larry, le prénom. Larry Page. Ouais, Larry Page, c'est ça. Larry Page. Mais c'est vrai qu'on le voit pas trop, lui, dans les médias. Non, sa tête est bien moins connue que les autres. Et Google, très fan de leurs produits, de la suite Google qui est incroyable quand on est un entrepreneur au début. Ouais. On met la suite Google, on a tout. Donc ça, c'est... Gratuitement, en plus. Presque gratuitement. Alors là, ils sont très forts parce que très vite, que tu te rends compte qu'il faut à un moment donné payer un petit fees. Ouais. Maintenant, ils sont un peu dépassés sur l'IA. J'ai testé leur outil qui a changé de nom il n'y a pas longtemps, là. Pas très convaincu de leur outil IA. Donc c'était Bard et je crois que ça s'appelle Gemini maintenant. Ok, j'avais même pas entendu parler, tu vois. Et ils sont un peu largués là sur l'IA. Alors eux, ils disent qu'il n'y a pas de problème, etc. Ils avaient fait une démo il y a quelques années où ils appelaient une coiffeuse et c'était l'IA qui prenait rendez-vous. On n'en voit pas la réalité aujourd'hui. Ouais. Enfin, il n'y a pas de transcription dans la réalité aujourd'hui. Mais bon, encore une fois, comme Facebook, compliqué de parier sur Google. Ouais, c'est sûr. Quand on voit tout ce qu'ils ont fait. Ouais. Oprah Winfrey, ouais. Winfrey. Ouais. Alors elle, je suis pas trop ce qu'elle fait, mais c'est intéressant de voir la puissance de l'influence, parce que elle parle au président, à tout le monde, parce qu'elle a l'influence médiatique, et ça c'est ce que je pense qui est important aujourd'hui dans la création d'entreprise, c'est de pas oublier la partie influence. Là, vous êtes en train de créer votre propre média, et ça, je pense, c'est un très bon move, parce qu'une fois que tu commences à avoir de l'influence, tu peux vendre des produits aussi. Ouais. Et tu le vois aujourd'hui. Peut-être moins de manière frontale aussi, ce côté, c'est un tout, quoi. Tu le vois aujourd'hui avec des gens comme Conor McGregor ou The Rock, qui sont d'abord des gens qui sont des personnes médiatiques et qui vendent des produits maintenant. Donc c'est des bouteilles d'alcool, par exemple, du rhum pour The Rock, et ça cartonne. Ouais. Et en fait, on le voit beaucoup aussi avec tout ce qui est youtubeur, hein, même en France, on a vu Squeezie qui avait sorti sa marque Mister V, sa pizzeria, sa pizza, qui cartonne d'ailleurs, qui est très bonne aussi. Donc là, pour s'inspirer d'elle, ce serait plus sur l'influence médiatique et sa capacité à poser des questions. Ouais, très différente des autres, mais le succès est quand même au rendez-vous aussi, quoi. Et Virgin, donc Sir Branson. Ouais, Richard Branson, ouais. Alors lui, j'ai pas lu sa biographie, malheureusement. C'est un truc que je me suis mis dans ma to-do list. Mais s'inspirer de son côté un peu... j'aimais du fun, c'est quand même le premier à avoir fait une compagnie aérienne où tu as du fun dans le process. Ouais. D'ailleurs, sa compagnie aérienne, je crois qu'elle n'existe plus, donc c'était peut-être un truc qu'il a loupé. Ouais. Gros businessman aussi. Gros businessman. Ouais. Et puis, c'est aussi un des entrepreneurs qui a commencé à démocratiser le côté je ne vis pas pour travailler, je travaille pour vivre. Donc, qui a fait son argent, son business, et qui maintenant, qui va kitesurfer sur son île, prendre du plaisir. Et ça, c'est quand même un bon truc à garder en tête. Ouais. Et on arrive au dernier. Donc, c'est Jack Ma, fondateur d'Alibaba. Exactement. Ouais. Tu auras fait un sans faute, bravo. Ouais. Et lui, qui a été emprisonné par le gouvernement chinois, qu'on n'a pas revu pendant 2-3 ans. En fait, là, c'est vrai qu'avec ces entreprises-là,
ça c'est plus sur la partie politique, les fondateurs de ces entreprises-là deviennent plus puissants que des États. Ouais. Dans un État comme la Chine, ça pose problème parce qu'on n'a pas envie... mais en fait, ça devrait être un problème même pour les États-Unis ou la France, c'est de dire à un moment donné, quand tu as des chefs d'entreprise qui sont plus puissants que des États, c'est qu'il y a un petit souci, dans la répartition des richesses, dans les oligopoles, etc. Donc je dis pas que c'est bien qu'ils se soient fait en prisonnier, mais il faut faire attention. Alors le Sénat américain commence à le faire en disant à Facebook ou Google, c'est un problème pour la concurrence vos entreprises. Il va falloir commencer à diviser vos entreprises en plusieurs entités. Et nous en France, faut faire attention aussi quand on a 9 personnes qui contrôlent tous les médias. Il y a des questions à se poser sur la santé, la question que ça pose sur la santé de nos démocraties. C'est jamais très bon, une concentration de pouvoir à la fois médiatique, financière. Et je pense que le pouvoir chinois s'est dit ça en emprisonnant Jack Ma. Bon, je suis pas partisan d'emprisonner tout ça. Non, peut-être pas en arriver là. Non, mais c'est l'extrême. Mais c'est vrai que les monopoles, quels qu'ils soient, sont jamais bons au final. Et après, le modèle d'Alibaba, c'est aussi un modèle particulier sur l'écologie, où tu fais transiter des produits à travers le monde pas chers. Ça pose aussi des questions, mais bon. Ouais, il y a des gros soucis là-dessus, c'est sûr. Après, on entend moins parler, mais par exemple Amazon, c'est exactement les mêmes problèmes aussi. Mais c'est pas des modèles, c'est pas des modèles que moi je suis. Et encore une fois, moi, si je crée une entreprise, c'est pour créer de la valeur et essayer aussi de mieux contrôler son temps. C'est plus le fameux why, le sens que j'ai quand je crée une entreprise. Ouais. Et du coup, ces personnes-là sont moins mes modèles que... Après, c'est intéressant de lire leur biographie, de s'inspirer. Ouais, c'est sûr. Après, il y en a toujours à prendre et à laisser. Puis après, je pense aussi que chacun a sa vision, dans le sens où il y a des entreprises qui vont peut-être plus accorder de place à l'humain, peut-être des fois un peu au détriment du business, mais quand même pour rester en accord avec les valeurs. Et puis d'autres qui vont être full business, il faut faire du chiffre. Bon. Après, voilà, il y a plusieurs modèles qui existent, mais bon, tout existe, donc il faut aussi en parler, même si on n'est pas d'accord ou quoi, bien sûr. Sur ton prochain jeu, tu pourras mettre les chefs d'entreprise vertueuses ou... Ouais. Faire des thèmes comme ça, c'est vrai que c'est une idée à garder. Ouais. Ou des plus petites entreprises, mais tu vois, qui ont quand même une aura médiatique. Ça peut être pas mal, Ouais, carrément. On fera évoluer de façon le jeu au fur et à mesure des Là, tu m'as mis vraiment les gros, quoi. Ouais, là, je t'ai mis les gros. Bon, on voulait pas faire trop compliqué non plus. Le but, c'est que ça serve de base de discussion, mais c'est cool parce que sur chacun, tu as une anecdote au final, donc c'est super. Bah écoute, je pense qu'on va arriver à la fin. Ça fait déjà un petit temps qu'on parle tous les deux. Donc merci beaucoup d'être venu et d'avoir participé à ce premier épisode, parce que toi aussi tu savais pas trop où tu mettais les pieds au final. Est-ce que juste avant de se quitter, tu voudrais partager peut-être ce que tu nous en as déjà parlé, mais rappeler peut-être ce que tu fais en ce moment et ton actualité. Alors, si vous voulez progresser sur la vente, je vous invite à écouter les héros de la vente et de lire la newsletter Les Chroniques de la vente. Et si vous voulez trouver des applications d'intelligence artificielle sur vos business, là, c'est le podcast Les Héros de l'IA qui sort dans les prochains jours. Ok, cool. Donc, tu l'as en avant-première. L'épisode a été tourné ce matin, le premier épisode, et ce sera diffusé très bientôt. Bon, super. Écoute, on ira écouter tout ça. Enfin, moi, pour ma part, j'irai écouter. Donc, n'hésitez pas aussi à y faire un tour. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Voilà, c'est un premier épisode. Il y en aura d'autres. Le but, c'est de recevoir différents entrepreneurs. Comme je l'ai dit au début, c'est de rester ancré dans la réalité. Donc après, on aura aussi divers sujets. Là, on était parti sur quelque chose aussi d'assez technologique, avec les podcasts, l'IA, etc. Mais on viendra aussi sur des invités avec des activités plus manuelles ou plus artisanales. Enfin, c'est le but de pouvoir, à travers ce podcast, voir différents secteurs. Mais voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que le podcast vous aura plu. Et puis à la prochaine pour le prochain épisode. Merci Alex. Avec plaisir.